Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Fin du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. De nombreux contrats ont été scellés lors de ce rendez-vous qui a vu la participation d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains. Parmi eux, le président Paul Biya qui a réclamé que l'Afrique ait davantage de voix au sein des instances internationales. Prise de parole du nouvel homme fort du Niger à la télévision nationale ce 28 juillet. Abdourahmane Tchiani s'est déclaré à la tête du coup d'État. Un coup d'État justifié par la dégradation de la situation sécuritaire selon ses termes. Et puis le bilan de l'édition 2023 du Bénin Investment Forum. L'enjeu de ce rendez-vous présenté aux investisseurs les potentialités économiques du pays dans le domaine des mines, de l'agriculture ou encore du transport. Les détails à suivre dans ce journal. Fin du second sommet Russie-Afrique qui se déroulait depuis ce jeudi à Saint-Pétersbourg. Ce 28 juillet avait lieu la plénière des chefs d'État au cours de laquelle s'est notamment exprimé le président camerounais Paul Biya, le chef de l'État qui a souligné l'importance du partenariat stratégique avec la Russie, une relation mise en place dans la décennie des indépendances africaines et qui a depuis été consolidée. Notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, Frater Ndaka Isenga, revient sur cette intervention. Partenaire de longue date, la Russie s'emploie à étoffer les domaines de coopération avec les pays africains. Déjà à l'époque des luttes d'indépendance, dans les années 1960, selon les rappels historiques du président Paul Biya à la plénière des chefs d'État ce 28 juillet, la Russie, à l'époque l'URSS, s'est tenue du côté des peuples africains pour repousser le joug colonial, un rapprochement qui s'est poursuivi dans le domaine de l'éducation, où des milliers d'Africains ont effectué des études dans les grandes villes russes avant de revenir mettre leur acquis au service de leur pays. Pour le président Paul Biya, qui salue au passage l'apport militaire russe pour juguler les défis sécuritaires du continent, les domaines possibles d'expression de l'engagement de ce partenaire en Afrique sont nombreux. Le continent fait en effet face à plusieurs crises économiques, notamment la pression inflationniste, les crises climatiques, les besoins de financement, mais aussi les défis de leadership dans un monde en mutation. L'Afrique, qui abrite près d'un sixième de la population mondiale, devrait être représentée dans des grandes instances de décision, telles que le Conseil de sécurité de l'ONU, un plaidoyer rappelé par le chef de l'État camerounais à l'intention du partenaire russe. Paul Biya a finalement émis un vœu selon lequel les délibérations des travaux du deuxième sommet Russie-Afrique doivent marquer un tournant décisif dans la coopération entre les deux pays. Depuis Saint-Pétersbourg en Russie, je suis Frater Ndaka Isenga pour Africa 24. La question d'une réforme de la gouvernance mondiale s'est aussi invitée à la table des discussions lors de ce sommet. Les présidents camerounais et sénégalais, Paul Biya et Macky Sall, ont plaidé pour une meilleure représentativité de l'Afrique au sein des institutions internationales, à l'instar du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis des années, l'Union africaine ne cesse de réclamer au moins 2 sièges permanents ainsi qu'un droit de veto. Les détails avec notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, Frater Ndaka Isenga, commenté par Corinne Kamsoyoni. Dialogue franc et constructif entre les présidents africains et le président russe Vladimir Poutine au second jour des travaux du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Parallèlement aux réunions techniques entre les délégations ministérielles, les experts et les investisseurs qui débouchent sur de nombreux accords, les chefs d'État ont tenu à structurer le cadre et les bases de la coopération entre l'Afrique et la Russie. Pour les leaders africains, à l'instar du président camerounais Paul Biya, l'Afrique a besoin d'une meilleure représentativité dans les hautes sphères de prise de décision pour mieux relever les défis sécuritaires et économiques auxquels le continent fait face. La Russie peut ainsi se positionner comme un allié dans ce plaidoyer pour des réformes de la gouvernance mondiale. L'Afrique, qui compte plus d'1 milliard d'habitants, est sous-représentée dans des organisations internationales. Je parlerai notamment de l'ONU. Nous comptons sur l'appui de la Russie pour corriger cette défectuosité. Nous souhaitons que, par exemple, on demande au FMI de refaire
une émission de DTS pour accroître les financements des économies du tiers-monde et de l'Afrique en particulier. Son homologue, le président Macky Sall du Sénégal, s'est voulu plus explicite en remontant aux causes profondes de l'insécurité et de la persistance de la pauvreté qui caractérisent plusieurs pays africains. La balkanisation des territoires africains ayant débouché sur de micro-États avec en prime le poids du colonialisme, des phénomènes qui ont considérablement ralenti la dynamique de développement de l'Afrique et fragilisé l'approche continentale. Aujourd'hui, ces fléaux pourraient trouver un début de réparation dans une meilleure prise en compte de la voix africaine à l'échelle mondiale, estime le président sénégalais. Pourquoi l'Afrique en est à cette situation? C'est justement le poids de l'histoire, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation qui se poursuit à travers des manifestations de néocolonialisme et à travers l'injustice du système que nous combattons au quotidien. Tribune idéale pour le président Vladimir Poutine qui à son tour fustige les anciennes puissances coloniales et appelle à des rapports d'égalité dans un monde multipolaire. Oui, nous sommes tous d'accord pour dire que malgré la disparition du joug colonial direct, le système du néocolonialisme persiste. Il a été créé, cette hégémonie financière, technologique, alimentaire persiste dans le domaine de la sécurité ainsi aussi. Lorsqu'on nous dit qu'il faut suivre les règles qui sont écrites par on ne sait qui, c'est cela la tentative de conserver ce système néocolonialiste. Les leaders présents à cette session plénière ont été unanimes que la Russie et l'Afrique ont le potentiel d'enrichir les domaines de coopération. L'un des préalables étant d'établir des mécanismes de partenariat, d'investissement et de financement transparents qui garantissent une prospérité partagée. Dans l'actualité également, de nouveaux éléments sur la situation au Niger. Ce 28 juillet, le général Abdourahmane Chiani s'est déclaré à la télévision nationale comme l'instigateur du coup de force. Jusqu'ici, il occupait la fonction de chef de la garde présidentielle. C'est l'ancien président Mahamadou Issoufou qui l'avait nommé à ce poste en 2011. Devant les Nigériens, le nouvel homme fort du pays a réitéré la volonté du CNSP de respecter tous les engagements internationaux. Un message qui intervient à l'heure où les tensions sont quelque peu palpables dans les rues de Niamey. Après l'annonce du coup de force, des incidents ont éclaté lors d'une manifestation en soutien au CNSP. Des immeubles ont notamment été pillés et des voitures brûlées. Ce vendredi, une nouvelle mobilisation était prévue par une coalition de formations d'opposition. Écoutons le président du CNSP. À l'endroit de la communauté internationale, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie réaffirme sa volonté de respecter tous les engagements internationaux souscrits par la République du Niger ainsi que des droits de l'homme. Aussi, je demande aux partenaires techniques et financiers amis du Niger d'appréhender la situation spécifique de notre pays pour lui apporter tous les soutiens nécessaires afin de lui permettre de relever les défis ci-évoqués. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par ma voix, demande aux partenaires et amis du Niger, en cette étape cruciale de la vie de notre pays, de faire confiance à nos forces de défense et de sécurité, garantes de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de notre nation. En ces temps difficiles que traverse notre patrie, nous savons compter sur votre esprit de patriotisme pour que la nation nigérienne soit sauvegardée. Et depuis ce coup de force, l'inquiétude est vive au sein des organisations internationales. Après le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a lui aussi fermement condamné cette tentative de coup d'État. Une prise de parole qui intervient alors que l'armée a décidé de se rallier au CNSP, un sujet de la rédaction. Les réactions se multiplient après le coup de force des militaires au Niger. Lors d'une conférence de presse tenue ce 27 juillet,
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné cette tentative de coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Le chef de l'État, qui serait toujours détenu avec sa famille au palais présidentiel, se porterait bien, selon une source proche de la présidence. Alors que sur place, la situation est confuse, le patron de l'ONU appelle à sa libération. Les Nations Unies condamnent fermement cette attaque contre le gouvernement démocratiquement élu et soutiennent les efforts de la CEDEAO et de l'Union africaine pour restaurer la démocratie. Hier, j'ai parlé au président Bazoum pour lui exprimer toute notre solidarité. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser directement à ceux qui le retiennent. Libérez président Bazoum immédiatement et sans condition. Cessez d'entraver la gouvernance démocratique de votre pays et respectez l'état de droit. Couvre-feu instauré, frontières fermées, institutions suspendues. Telles sont les principales annonces faites par les putschistes. Depuis, l'armée a annoncé se ranger derrière le CNSP. Dans un communiqué publié ce 27 juillet, le commandement militaire des forces armées nigériennes explique vouloir préserver l'intégrité physique du président et éviter une confrontation meurtrière entre les différentes forces. Mais pour certains spécialistes, ce ralliement résulte aussi d'un contentieux entre l'armée et le pouvoir. Il y avait des contentieux entre l'armée et le pouvoir politique. Dans la lutte antiterroriste, le choix du pouvoir politique de s'allier totalement à la France et aussi le choix de privilégier un certain nombre de réponses n'a pas forcément été chez lui des forces de défense et de sécurité. Et le fait qu'en dépit de la présence française, l'armée ait subi des revers est un motif de contentieux. Le deuxième motif de contentieux, une grande partie de l'armée était favorable à la poursuite de bonnes relations avec le Burkina Faso et le Mali pour construire une réponse transnationale aux défis sécuritaires. Le pouvoir politique ne l'a pas vu de cet œil-là. Et quand on prend l'attaque de février dernier, à la suite de laquelle le chef d'état-major de l'époque, le général Salif Modi, s'était rendu à Bamako pour discuter avec ses homologues, il n'est pas sûr que le pouvoir politique ait vu d'un bon œil cette démarche de rapprochement avec l'armée malienne, en raison des problèmes que le Mali a avec la France. Pour tenter de résoudre cette crise, une médiation menée par le président béninois Patrice Talon a été annoncée. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO pourrait également avoir lieu dans les prochains jours au Nigeria. Le pari du Bénin, tel était le thème de la 6e édition du Bénin Investment Forum qui s'est clôturé ce 28 juillet. Pendant 2 jours, les participants ont notamment échangé sur les nouvelles méthodes de financement des industries créatives en Afrique ou encore sur le potentiel entrepreneurial des femmes et des jeunes Africains. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Cotonou, la capitale économique du Bénin, abrite les 27 et 28 juillet 2023 le Bénin Investment Forum. L'édition 2023 du Forum économique vise à promouvoir la destination Bénin sur le plan des investissements. Pour oser le pari du Bénin économiquement prospère, les investissements mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du plan directeur 2021-2027 pour le programme de rénovation et d'extension du port autonome de Cotonou, estimé à environ 450 milliards de francs CFA, et le développement de la zone industrielle de Glodjigbe ont été révélés aux participants du BIF. Les industriels installés dans la zone économique spéciale de Glodjigbe bénéficient de nombreuses facilités, notamment la diminution du coût de l'électricité. Cette mesure vise à accélérer la mise en œuvre des projets rentables et réduire le coût de production des investisseurs. Il y a également l'engagement qu'a pris le président de la République de délivrer l'énergie électrique à 47 francs CFA le kilowattheure à toutes les industries qui vont s'installer dans la zone économique spéciale de Glodjigbe. Au niveau de la zone économique spéciale de Glodjigbe, actuellement, nous avons 36 industries qui sont en cours d'installation. Il y en a 5 qui sont déjà opérationnelles et qui commencent à exporter. Véritable levier d'accélération de la transformation économique structurelle, les secteurs touristiques et culturels constituent un levier économique et le deuxième pilier de développement après l'agriculture au Bénin. Dans le cadre des réflexions sur le BIF 2023, un intérêt particulier a été accordé au financement des industries créatives et culturelles.
Objectif, stimuler les chefs d'entreprise locaux et des investisseurs à se positionner dans le secteur du tourisme, la culture et les arts. Qui va investir dans un pays a en même temps aussi de l'autre côté le volet tourisme. Donc voilà ce pourquoi le thème de cette année c'est basé sur ces deux sujets. Et j'invite tous ceux-là qui ont l'envie d'investir au Bénin, et je les encourage de venir investir massivement. À noter que pour impulser l'industrie touristique et l'économie des industries culturelles et créatives du pays, l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC a été mise en place par le gouvernement. Initiative de la Fondation Ouanou, présidée par Bernard Ouanou, Bénin Investment Forum est une plateforme économique internationale de promotion du Bénin. Réduction du poids de l'économie informelle, création d'emplois, tels sont entre autres les objectifs inclus dans la politique nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat du Maroc à l'horizon 2035. Avec ce projet, les autorités marocaines espèrent ainsi réduire le taux de chômage, un taux qui était estimé à 12,9% au premier trimestre 2023. Les précisions de Gel Schéma. Selon les données du Haut-Commissariat marocain au plan, au premier trimestre 2023, le taux de chômage s'établit à 12,9% au niveau national et affecte 1 549 000 personnes. En 2022, malgré une création d'emplois de 150 000 postes en milieu urbain, l'économie nationale a perdu 174 000 postes en milieu rural, faisant osciller le taux de chômage au cours de l'année écoulée à 11,8%. Pour remplacer ces emplois perdus, les pouvoirs publics misent sur une meilleure orientation dans la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Pour nous, la solution, c'est de pouvoir encourager la formation professionnelle avec des circuits de formation qui ne sont pas trop lents pour pouvoir préparer des ressources humaines très rapidement, mais de qualité. Et l'idée, c'est de faire une sorte d'intégration verticale pour que les jeunes qui sortent de l'école et de la high school, du lycée et qui démarrent le supérieur ou la formation professionnelle sachent dès le départ qu'ils ont la possibilité d'exercer au sein de leur pays comme d'aller faire une expérience dans le cadre de ce qu'on appelle l'immigration circulaire. Le Maroc a opté en mai 2021 pour un nouveau modèle de développement afin d'impulser le progrès économique, humain, social et territorial. Les pouvoirs publics ont élaboré à cette fin une politique de l'emploi et de l'entrepreneuriat au Maroc à l'horizon 2035. Dans l'un des scénarios de cette politique, il faudrait créer 440 000 emplois par an pour réduire le taux de chômage de 60% et augmenter la participation des femmes à 45% contre 21% actuellement. Pour accroître les possibilités d'emploi, le gouvernement met en œuvre divers programmes et table aussi sur une réforme du Code du travail. Faire les réformes nécessaires, notamment la réforme sur le Code du travail. Parce qu'il faut permettre le travail partiel. Il faut permettre ce qu'on appelle le portage salarial. Il faut permettre à ceux qui veulent entreprendre de prendre un congé entrepreneurial. Et donc l'idée, pour répondre à votre question, c'est d'avoir des objectifs très ambitieux et que dans le million d'emplois que nous voudrions créer, qu'on puisse avoir de l'emploi salarié et de l'emploi sous forme d'auto-entrepreneuriat. D'après le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences dans la région méditerranéenne, le Maroc se trouve à l'avant-garde de la formation professionnelle et de l'enseignement universitaire. Pour former aux nouveaux métiers, le gouvernement a mis en place un programme d'établissement de formation de nouvelle génération, d'excellence et d'innovation en partenariat avec le secteur privé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.